Bonjour Esprit Curieux. Bienvenue dans ce voyage au cœur de notre ère numérique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite en nous un étrange mélange de pouvoir et de panique. Un sujet qui peut changer une vie en quelques minutes avec une simple publication ou une vidéo. Avez-vous déjà eu peur de dire la mauvaise chose sur Internet? Cette crainte qu'un mot sorti de son contexte ne déchaîne une tempête de haine contre vous. Cette peur porte un nom qui résonne partout, la culture de l'annulation. Mais qu'est-ce que c'est exactement? En substance, c'est une forme moderne d'ostracisme. Une pratique où une personne ou une entité est expulsée des cercles sociaux ou professionnels, que ce soit en ligne, dans le monde réel ou les deux. Un boycott massif est coordonné par l'opinion publique. Ses défenseurs soutiennent que c'est un outil vital pour la justice sociale. Ils affirment que, pour la première fois dans l'histoire, les gens ordinaires ont le pouvoir de demander des comptes aux puissants, aux célébrités, aux corporations qui semblaient auparavant intouchables. De ce point de vue, l'annulation est une conséquence directe de leurs actes. Une manière pour les voix marginalisées, celles qui ont été réduites au silence pendant des siècles, d'avoir enfin une plateforme pour dénoncer l'injustice et exiger un réel changement dans la société. Réfléchissez-y un instant. Des personnalités publiques qui ont commis des actes répréhensibles ou ont diffusé des messages de haine se retrouvent soudain face à des conséquences tangibles. Contrat perdu, parrainage retiré, carrière ruinée. Le pouvoir du collectif se manifeste. Ce mécanisme, selon ses partisans, est une forme de redistribution du pouvoir. Il retire le monopole de la moralité aux institutions traditionnelles et le confie au peuple. C'est la démocratie dans sa forme la plus brute et directe, appliquée au statut social et à la réputation. Dans un monde idéal, cet outil servirait à bâtir une société plus équitable et responsable. Un endroit où personne n'est au-dessus de la critique et où les actions ont des répercussions claires. Mais c'est là que l'histoire devient beaucoup plus sombre. Maintenant, voyons l'envers de la médaille. Les critiques de la culture de l'annulation la décrivaient d'une manière très différente. Ils l'appellent une nouvelle forme de puritanisme numérique. Une chasse aux sorcières moderne où il n'y a pas de jugement, seulement une sentence. Le terme puritanisme numérique se réfère à une rigidité morale extrême dans l'espace en ligne. Une mentalité qui n'accepte pas les erreurs, qui ne permet pas la nuance et qui recherche une pureté idéologique impossible à atteindre pour tout être humain. Une seule erreur du passé peut vous condamner pour toujours. Cette vision soutient que la foule numérique agit comme juge, jury et bourreau. Il n'y a pas d'opportunité pour la défense, pas de présomption d'innocence. La preuve est souvent un tweet d'il y a 10 ans, sorti de son contexte et analysé sous la loupe morale du présent. Cela crée ce que les sociologues appellent un effet glaçant sur la liberté d'expression. Les gens commencent à avoir peur d'exprimer des opinions impopulaires, de poser des questions difficiles ou même de raconter une blague, de peur d'être la prochaine cible de la colère collective. La conversation publique s'appauvrit. Le débat devient impossible lorsqu'un camp ne cherche que l'anéantissement de l'autre. L'objectif cesse d'être de comprendre ou de persuader et se transforme en celui de faire taire, d'éliminer complètement la voix dissidente de la carte numérique. De plus, cette dynamique ignore un pilier fondamental de la croissance humaine, la capacité de changer et d'évoluer. Si une personne est jugée pour toujours sur son pire moment, quelle est l'incitation à apprendre, à s'excuser sincèrement et à s'améliorer en tant qu'individu? Nous entrons ici dans le domaine de la psychologie sociale. Pourquoi y participons-nous? L'une des raisons est un phénomène connu sous le nom de signalisation de vertu, c'est-à-dire l'acte d'exprimer une opinion pour faire savoir aux autres que nous sommes de bonnes personnes. En nous joignant au cœur de la condamnation publique, nous démontrons notre adhésion à la morale du groupe. Nous nous positionnons du bon côté de l'histoire, ce qui nous procure un sentiment de sécurité et d'appartenance. C'est une façon de dire « je suis du bon camp ». Les neurosciences ont aussi leur mot à dire. Des études suggèrent que l'indignation morale active les centres de récompense du cerveau de manière similaire à la nourriture ou à l'argent. Se sentir moralement supérieur est littéralement plaisant. Cela crée un dangereux cycle de rétroaction. Les plateformes de réseaux sociaux, avec leurs algorithmes de j'aime et de partage, sont conçues pour amplifier les émotions fortes. Et la colère, surtout la colère juste, est l'une des plus puissantes. Un autre facteur clé est la pensée de groupe ou groupthink. Lorsque nous sommes dans une foule, même numérique, notre responsabilité individuelle se dilue. Nous devenons plus enclins à adopter des comportements extrêmes que nous n'envisagerions jamais seuls. La foule en ligne nous confère l'anonymat et un sentiment de pouvoir collectif. Il est facile d'oublier qu'à l'autre bout de l'écran, il y a un être humain réel, avec des peurs, une famille et une vie qui peut être irrémédiablement endommagée par un tsunami de haine numérique. Historiquement, l'humanité a connu des épisodes de ce que l'on appelle la panique morale. Des moments où une société est dominée par la peur d'un mal perçu, souvent exagéré et réagit de manière disproportionnée. Les chasses aux sorcières en sont l'exemple classique.
Certains historiens culturels établissent un parallèle direct. Ils soutiennent que la culture de l'annulation est la manifestation moderne de cette même impulsion. La recherche de boucs émissaires à blâmer pour les maux de la société afin de purifier la communauté. La différence cruciale, bien sûr, est la vitesse et la portée. Une accusation au XVIIe siècle pouvait prendre des semaines à se propager dans une région. Aujourd'hui, elle peut faire le tour du monde en moins d'une heure, sans filtre et sans contrôle. Cela nous amène à une question philosophique fondamentale sur la justice. La justice doit-elle être punitive ou restaurative? C'est-à-dire, son objectif est-il de punir le contrevenant ou de le réhabiliter et de réparer le préjudice causé à la communauté? La culture de l'annulation, dans sa forme la plus agressive, est majoritairement punitive. Elle se concentre sur la punition, l'exclusion et l'humiliation publique, laissant très peu de place à la rédemption, au pardon ou à l'apprentissage. Une justice restaurative, en revanche, rechercherait le dialogue. Elle essaierait que l'offenseur comprenne le mal qu'il a causé et prenne des mesures concrètes pour le réparer. Elle favoriserait la réconciliation au lieu de la division permanente. Le problème est que l'environnement numérique n'est pas conçu pour la justice restaurative. Il ne favorise pas la conversation nuancée, l'empathie ou les longs processus. Il récompense la réaction instantanée, le jugement rapide et la condamnation retentissante. Alors, sommes-nous piégés? Sommes-nous condamnés à osciller entre l'impunité des puissants et la tyrannie de la foule numérique? Peut-être que la solution ne se trouve pas dans les extrêmes. Peut-être que, comme dans bien des choses, la clé est dans l'équilibre. Il est indéniable qu'il est nécessaire de tenir les gens responsables de leurs paroles et de leurs actions. L'impunité a causé un tort immense tout au long de l'histoire. Le silence complice face à l'injustice est, en soi, une forme de violence. Cependant, une société qui perd sa capacité à pardonner devient fragile et paranoïaque. S'il n'y a pas de chemin de retour pour ceux qui commettent des erreurs, nous créons un monde de bannis, un enfer numérique où la réhabilitation est impossible. Voici l'aspect le plus crucial. Le véritable danger de la culture de l'annulation ne concerne pas seulement les célébrités ou les personnalités publiques. Le véritable danger est la façon dont cette mentalité s'infiltre dans nos vies quotidiennes, dans nos relations personnelles. Pensez-y, des amis qui ne se parlent plus à cause d'une opinion politique, des familles qui se déchirent à cause d'un désaccord idéologique. La logique de l'annulation, de l'exclusion totale pour une faute, est en train de devenir un modèle pour nos interactions les plus intimes. Nous perdons le muscle de la tolérance au désaccord. La capacité de débattre avec quelqu'un avec qui nous ne sommes pas d'accord, sans le déshumaniser. La capacité de voir la personne au-delà de son opinion, aussi erronée qu'elle nous paraisse. Cela nous mène au concept du panoptique numérique. Le philosophe Michel Foucault a décrit le panoptique comme une prison où les détenus se sentent toujours observés, même s'ils ne savent pas si quelqu'un les regarde. Cela les oblige à autoréguler leur comportement à tout moment. Internet est devenu une sorte de panoptique. Chaque commentaire, chaque j'aime, chaque photo que nous publions est enregistrée pour toujours. C'est une trace permanente de notre moi numérique qui peut être examinée et jugée à tout moment dans le futur. Cette surveillance constante, non d'un État totalitaire, mais de nous-mêmes, de la société elle-même, favorise la conformité. Elle nous pousse à construire une version publique de nous-mêmes qui soit aussi inoffensive et acceptable que possible, cachant toute pensée complexe ou controversée. Le résultat est une culture de l'authenticité feinte, une performance constante où nous montrons notre vertu et notre alignement avec les idées correctes. Mais qu'en est-il de la pensée authentique? Qu'en est-il du doute, de la curiosité et de l'erreur qui sont essentiels à la connaissance? Le débat est donc incroyablement complexe. Il ne s'agit pas d'une simple lutte entre le bien et le mal. C'est une collision entre des valeurs que nous considérons tous importantes. La justice et la liberté, la responsabilité et le pardon, la sécurité et l'expression. Peut-être que la question n'est pas de savoir si la culture de l'annulation est bonne ou mauvaise. La question est de savoir comment nous pouvons utiliser ce nouveau pouvoir collectif d'une manière plus sage, plus compatissante et, en fin de compte, plus constructive pour la société. La solution pourrait passer par la réintroduction du concept de proportionnalité. L'idée que la punition doit être proportionnelle à l'offense. Un commentaire malheureux ne devrait pas avoir la même conséquence qu'un historique avéré d'abus et de discrimination. Cela implique aussi de promouvoir une culture de la discussion constructive plutôt que de l'annulation. C'est-à-dire, au lieu de rechercher l'exclusion immédiate, nous pourrions essayer d'éduquer et de dialoguer d'abord. Donner aux gens l'opportunité de comprendre leur erreur et de rectifier. Cela demande plus d'efforts que le simple clic d'annuler. Cela requiert patience, empathie et la volonté d'interagir avec des idées qui nous sont inconfortables. Cela exige en résumé un plus grand degré de maturité numérique de notre part à tous. Car au final, les plateformes et les algorithmes ne sont pas les seuls responsables. C'est nous, les utilisateurs, qui décidons ce qu'il faut amplifier et ce qu'il faut ignorer.
Nous avons le pouvoir de transformer une étincelle d'indignation en un feu de forêt ou de l'éteindre avec une dose de contexte et de raison. La culture de l'annulation est un miroir de nos propres angoisses et aspirations. Elle reflète notre désir profond d'un monde plus juste, mais elle révèle aussi notre peur de l'imperfection, tant chez les autres que chez nous-mêmes. Avancer ne signifie pas revenir à une époque où les puissants n'avaient pas à rendre des comptes. Ce serait un recul inacceptable. Cela signifie évoluer vers une culture de la responsabilité qui soit exigeante mais aussi humaine. Une culture qui comprend la différence entre une erreur et un schéma de comportement, entre l'ignorance qui peut être éduquée et la malice qui doit être confrontée. Une culture qui, au lieu de rejeter les personnes, tente de réparer le tissu social. Ce n'est pas une tâche facile. Cela exige que nous résistions à nos impulsions les plus primaires de jugement rapide et de condamnation collective. Cela exige que nous choisissions la réflexion plutôt que la réaction, que nous choisissions la conversation difficile plutôt que le silence confortable ou le cri furieux. La technologie nous a donné un marteau d'une puissance immense. Nous pouvons l'utiliser pour détruire ou pour construire. Le choix à chaque clic, à chaque partage, à chaque commentaire est le nôtre. Et les conséquences de ce choix définiront la société de demain. Ce phénomène n'est pas tout noir ou tout blanc, c'est l'une des zones grises les plus complexes de notre temps. C'est une arme à double tranchant qui, selon qui la manie et avec quelle intention, peut servir la justice ou la tyrannie. Nous avons vu comment elle peut faire tomber des prédateurs et des agresseurs que le système judiciaire n'a pas pu ou voulu toucher. Cela représente une victoire indéniable pour les victimes et une avancée sociale. C'est le pouvoir du peuple en action pour le bien. Mais nous avons aussi vu des vies ruinées par des malentendus, des carrières brisées par une erreur de jugement d'il y a une décennie, des personnes qui, ayant demandé pardon et démontré un changement, sont poursuivies par un fantôme numérique qui ne connaît jamais le repos. Le débat sur la déplatformisation, c'est-à-dire retirer à quelqu'un sa plateforme en ligne, est central. Est-ce une forme de censure ou une forme de curation éditoriale? Les entreprises ont-elles la responsabilité de ne pas amplifier les discours de haine? Ceux qui soutiennent cette mesure affirment que la liberté d'expression n'équivaut pas à la liberté de diffusion. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez, mais vous n'avez pas le droit qu'une corporation vous donne un mégaphone pour atteindre des millions de personnes. Les opposants, en revanche, avertissent que cela crée un précédent dangereux. Aujourd'hui, on fait taire quelqu'un avec qui nous ne sommes pas d'accord, mais demain, ce même outil pourrait être utilisé pour faire taire nos propres voix si l'opinion publique change. Cela se rapporte à l'idée de la fenêtre d'Overton, un concept de science politique. Elle fait référence à l'éventail d'idées que le public est prêt à considérer comme acceptables. La culture de l'annulation peut considérablement rétrécir cette fenêtre. Si seules les idées sûres peuvent être discutées, la société perd sa capacité d'innover et de résoudre des problèmes complexes. Le progrès naît souvent d'idées qui, à leur époque, étaient considérées comme radicales, hérétiques ou dangereuses. De plus, il y a une composante économique inévitable. Les marques, craignant la controverse, sont extrêmement rapides à couper les liens avec toute personne qui attire une publicité négative. Leur loyauté n'est pas envers la personne, mais envers leur bilan. Cela crée une culture d'aversion au risque. Les personnalités publiques et les créateurs de contenu peuvent devenir plus fades, plus génériques, pour éviter d'offenser un segment de leur audience ou un sponsor potentiel. La créativité peut en pâtir. La psychologie du cancelateur est fascinante. Souvent, il ne s'agit pas d'un individu, mais d'une coalition de groupes. Chacun peut avoir une motivation différente, mais ils s'unissent temporairement pour abattre un ennemi commun. Une fois que la cible est neutralisée, cette coalition se dissout souvent ou, pire encore, se retourne contre l'un de ses propres membres pour ne pas être suffisamment pur. C'est une dynamique qui se consume elle-même. Considérons le rôle du contexte. Dans la communication numérique, le contexte se perd facilement. Une blague sarcastique est lue comme une déclaration littérale. Une conversation privée devient publique. On juge le fragment sans comprendre la totalité. Nos cerveaux sont programmés pour combler les lacunes. Quand le contexte manque, nous l'inventons et généralement nous supposons la pire intention possible. C'est un biais cognitif qui s'amplifie massivement dans l'environnement en ligne. Alors, comment naviguer dans ce champ de mine? Une première recommandation des experts en communication numérique est la pause. Avant de vous joindre à la foule, respirez, enquêtez, cherchez l'histoire complète. Ne vous laissez pas emporter par le titre incendiaire. Deuxièmement, essayez de différencier critique et annulation. La critique est saine et nécessaire, elle signale une erreur et vise l'amélioration. L'annulation cherche l'anéantissement social de la personne. L'une cherche à construire, l'autre cherche à détruire. Troisièmement, nous devons humaniser le débat. Se souvenir que derrière chaque profil, il y a une personne. Éviter le langage déshumanisant, aussi en désaccord que nous puissions être. L'objectif du débat devrait être l'échange d'idées, non la destruction d'adversaires. Pour les personnalités publiques, la situation est encore plus complexe. La pression est immense.
Certains optent pour le silence, espérant que la tempête passe. D'autres émettent des excuses qui sont souvent critiquées pour être fausses ou insuffisantes. L'excuse performative est devenue un genre en soi. Un rituel public où la sincérité est presque impossible à mesurer et où l'audience a déjà décidé le verdict avant même que les mots ne soient prononcés. Cela nous laisse dans une position précaire. Si la justice est le but, mais que les méthodes ressemblent à celles d'une foule enragée, avançons-nous vraiment en tant que société? Ou avons-nous simplement échangé un ensemble d'oppresseurs contre un autre? L'anthropologie nous enseigne que les rituels de purge et d'exclusion ont existé dans toutes les cultures. Ils sont une forme de renforcer les normes du groupe et de définir qui appartient et qui n'appartient pas. L'annulation est notre version numérique de cet ancien rituel. Le problème est que notre tribu est maintenant globale et les normes changent à une vitesse vertigineuse. Ce qui était acceptable hier est un motif d'annulation aujourd'hui, et ce qui est acceptable aujourd'hui pourrait l'être demain. Nous vivons sur des sables mouvants moraux. Peut-être que l'antidote contre le poison du puritanisme numérique n'est pas l'absence de jugement, mais un jugement plus sophistiqué. Un jugement qui accepte la complexité humaine, qui valorise l'intention et qui croit en la possibilité de la rédemption. Cela implique aussi de nous éduquer à la littératie médiatique. Apprendre à détecter la désinformation, à comprendre les biais des algorithmes et à consommer des nouvelles et opinions d'une manière plus critique et moins émotionnelle. C'est une compétence de survie au XXIe siècle. Nous ne pouvons pas espérer que les plateformes changent d'elles-mêmes. Leur modèle économique est basé sur l'engagement et les émotions fortes génèrent de l'engagement. Le changement doit venir d'une demande collective pour un environnement numérique plus sain. Imaginez un avenir où les réseaux sociaux incorporeraient des ralentisseurs pour les controverses. Des mécanismes qui ralentissent la propagation de l'indignation pour laisser le temps aux faits et au contexte de faire surface. Imaginez une culture en ligne qui célèbre ceux qui changent d'avis à la lumière de nouvelles preuves, au lieu de les punir pour leur position antérieure. Qui considère l'évolution de la pensée comme une force, non comme une faiblesse ou une hypocrisie. C'est une vision optimiste peut-être. Mais l'alternative est un cycle interminable de panique morale, une société fragmentée en tribus idéologiques qui se haïssent et un espace public où règne la peur. Nous devons aspirer à quelque chose de mieux. Le pouvoir d'annuler est réel. Il est là pour rester. Notre tâche en tant que société est d'apprendre à le manier avec la sagesse et la responsabilité qu'un outil si puissant exige. Ce n'est pas un jeu, cela a de réelles conséquences humaines. En conclusion, la culture de l'annulation est l'une des forces les plus paradoxales de notre ère. C'est un symptôme d'une société qui aspire à la justice, mais qui manque des outils et de la patience pour l'administrer de manière équitable et compatissante. C'est à la fois un cri des sans-voix et un écho dangereux du conformisme. C'est le reflet de notre désir d'un monde meilleur et de nos pires impulsions tribales, une contradiction vivante qui définit le champ de bataille culturel de notre époque. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un se faire annuler, je vous invite à faire une pause, à regarder au-delà de la surface, à vous demander, est-ce vraiment la justice en action ou est-ce quelque chose de beaucoup plus ancien et sombre, vêtu d'un déguisement numérique? Il n'y a pas de réponse facile ici. Et quiconque vous en offre une vous vend probablement une idéologie simpliste. La réalité est un fouillis de gris, et c'est dans ce fouillis que nous devons apprendre à vivre et à coexister. Le défi n'est pas de choisir un camp, mais de transcender la dichotomie. Promouvoir la responsabilité sans tomber dans le puritanisme. Lutter pour la justice sans sacrifier la compassion. Et utiliser notre pouvoir collectif pour élever, au lieu de seulement détruire. C'est l'un des grands dilemmes éthiques et sociaux que notre génération doit résoudre. La manière dont nous le ferons définira non seulement l'avenir d'Internet, mais aussi l'avenir de notre capacité à fonctionner en tant que société plurielle et démocratique. La conversation ne s'arrête pas ici. En fait, elle ne fait que commencer. Et elle a besoin de toutes les voix, surtout de celles qui osent naviguer dans la complexité au lieu de se réfugier dans la certitude des extrêmes. Peut-être que le premier pas vers la guérison est d'accepter que nous sommes tous imparfaits, que nous avons tous commis des erreurs et que nous aurons tous besoin de grâce à un moment donné de nos vies. L'empathie doit être le point de départ. Le chemin à suivre est incertain, mais la nécessité de le trouver est urgente. Car une société qui perd la capacité de pardonner finit par se dévorer elle-même. Et c'est un destin que nous devons éviter à tout prix. Alors la prochaine fois que vous aurez le pouvoir d'annuler au bout de vos doigts, rappelez-vous le poids de cette action. C'est le pouvoir de la justice, mais aussi le pouvoir de la destruction. Utilisez-le avec sagesse. Nous avons voyagé à travers les lumières et les ombres de ce phénomène si actuel. J'espère que cette analyse vous aura donné de nouveaux outils pour penser de manière critique au monde numérique dans lequel nous habitons tous. Merci de m'avoir accompagné dans cette profonde réflexion. Votre temps et votre attention sont le plus grand des cadeaux. J'espère avoir été à la hauteur de votre curiosité. Maintenant, la conversation est à vous.
Pensez-vous que la culture de l'annulation est une force pour le bien ou pour le mal? Laissez votre théorie dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'exploration des grands débats de notre temps.